Igor Babic, vous êtes le DPO, Digital Protection Officer d'AXA. Anthony Yeh, vous êtes le Chief Information and Digital Officer de l'ESCP Europe. Pardon. Igor, on va commencer avec vous puisque avec AWS, on a beaucoup abordé la question du Cloud Act. Ma première question est simple. Vous étiez dans la salle. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez entendu ou pas? Alors, donc, je vais avoir une lecture peut-être aussi complémentaire par rapport au Cloud Act. C'est effectivement, c'est pas quelque chose qui est complètement nouveau, loin de là. Nous avions. Est-ce que vous pouvez rapprocher votre micro voilà, quasiment collé? Ah, d'accord. C'est bien comme ça? Ah, c'est beaucoup mieux. Donc, on avait déjà la même situation et les mêmes discussions lorsque le Safe Harbor a été invalidé en 2015. Et donc, on a effectivement ce souci, comment être sûr que pour certaines données, si on utilise des providers basés en US, qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui fait que, effectivement, quand vous prenez en compte tous les éléments, que ce soit architecture, sécurité, juridique, vous arrivez finalement relativement vite à la conclusion que c'est plus simple si les données des Européens, surtout si ce sont des données sensibles, se trouvent en Union européenne. Donc c'est quelque chose qui est quand même, malheureusement, on arrive à une limite de collaboration. Je pense qu'aussi il y a beaucoup de... Et c'est la politique d'AXA aujourd'hui? C'est la politique de beaucoup de groupes, effectivement. C'est de privilégier un stockage de données en Union européenne, sauf s'il y a effectivement un avantage pour le client tellement fort qu'on va effectivement aller ailleurs. Après, il y a aussi la problématique, deuxième souci, c'est qu'on parle juste du stockage, mais on parle aussi de la maintenance. Ce qui veut dire que aussi en termes de maintenance, si vous avez quelqu'un qui accède en dehors de l'Union européenne, c'est considéré comme un transfert de données. Ce qui fait qu'effectivement, là aussi, on a une tendance à favoriser que les maintenances soient faites à partir de l'Union européenne. Et si jamais il y a, comme je dis, un avantage très fort pour le client pour utiliser une solution en dehors de l'Union européenne, on va toujours avoir des clauses contractuelles qui sont approuvées par la Commission qui vont protéger ce transfert. D'accord. Alors, ce que nous disait Michael Punk, c'est que si vous ne faisiez pas de pornographie, de terrorisme et je ne sais plus et de trafic de drogue, vous aviez moins de chances d'être moins de risque d'être victime du Cloud Act que d'être attaqué par un requin. Est-ce que vous aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel vous êtes d'accord, ou est-ce que finalement vous vous dites, avec les activités qu'on a chez AXA qui ont quand même une importance stratégique, le risque économique, il est très important? Oui, il y a effectivement, je pense qu'il y a le risque de réputation, ce qui fait qu'effectivement, on va quand même privilégier je dirais une situation dans laquelle, même s'il y a un changement demain matin, on va dire, dans la législation de certains pays, on puisse se dire, OK, le client ne sera pas surpris par le fait qu'on garde ces données en Union européenne. Quoi que l'Union européenne veuille dire à un moment T. D'accord. L'actualité à propos justement du Cloud Act, le Cloud Act il remonte donc à mars de l'année dernière, mais l'actualité très récente, c'est le rapport Gauvin qui a été remis le 29 juin, je crois, au Premier ministre, qui avait justement demandé à M. Gauvin de se pencher sur les risques pour les entreprises françaises et sur une optique qui est une optique économique. Qui étaient les risques pour finalement la souveraineté économique des entreprises françaises. Vous avez regardé ce rapport aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce qu'à votre avis, il va suffisamment loin? Alors, moi, ce que j'en tire, le point essentiel, c'est qu'effectivement, si on veut protéger les données, il faut avoir une solution qui soit au niveau européen. On le voit, ne serait-ce que par rapport au GDPR, au RGPD. Si on avait essayé de faire un RGPD juste français, ça n'aurait pas marché du tout. Là, maintenant, on voit que
le fait d'avoir fait une construction européenne d'une réglementation, on réussit quand même à influencer tous les acteurs, qu'ils soient en Europe ou en dehors. RGPD qui est lui-même extraterritorial, puisqu'il s'applique... Qui est effectivement extraterritorial, donc on peut considérer que c'est la réponse du berger à la bergère. Effectivement, ça fait que beaucoup d'entreprises, et je pense de bonne foi aux États-Unis, vont regarder comment faire en sorte de satisfaire aussi le RGPD, et donc vont essayer de trouver des moyens pour, et là on l'a entendu, ne serait-ce que par le fait d'avoir des data centers en Europe, c'est certainement un premier pas. D'accord. Et donc le rapport Gauvin, ce qui préconise en partie, c'est notamment d'étendre une loi de 1968 au niveau justement européen. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis, enfin détailler un peu ce qui préconise et nous donner votre avis? Je pense qu'effectivement cette loi 1968 en France, elle a permis de s'assurer qu'on ne va pas être obligé par quelqu'un en dehors de l'Union européenne, enfin en dehors de la France, de révéler des secrets par injonction judiciaire. Donc, pour être complètement clair, le nombre de cas qui passent à travers ces collaborations est quand même très très limité. Donc c'est quelque chose qui arrive très très rarement. Et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui est bien de l'étendre aussi dans ce domaine-là au niveau européen, parce que on a toujours cette possibilité d'avoir par ricochet, s'il y a d'autres pays en Europe qui interviennent, si on n'est pas avec la même protection, que par ricochet on puisse sortir des secrets. C'est-à-dire des entreprises françaises qui auraient des filiales dans des pays d'Europe, c'est ça, qui bénéficient d'une protection plus faible? Oui, ça pourrait être le cas. Donc, c'est ce qui fait qu'on a, et je pense, alors, je ne suis pas spécialiste dans le domaine de protection des secrets des affaires, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais effectivement, en termes de protection des données, on est actuellement bien protégé pour avoir un niveau commun en Europe. Grâce au RGPD? Grâce au RGPD, et qu'effectivement, l'étendre sur les données qui ne sont pas juste personnelles, comme c'est cette proposition, économique. Et sensibilité économique, paraît effectivement une bonne approche. D'accord. Sur la partie protection des données, il y a une autre partie à laquelle vous êtes sensible, c'est justement la stratégie privée-publique. Est-ce que vous pouvez nous détailler comment est-ce que vous voyez ça, vous, chez AXA? Alors, donc, effectivement, je pense qu'il y a eu plusieurs intervenants qui ont dit qu'il y avait ni 100% ni l'un, voilà. Donc, il y a effectivement on va vers le cloud, c'est clair. Quand on analyse les solutions, on regarde toujours quel est l'intérêt du client. Voilà, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt pour le client, pour AXA et pour la société en général. Derrière, on a effectivement le RGPD qui donne les détails, comment faire que ça puisse être possible. Et on va effectivement utiliser directement un des providers qui sont dans cette salle, c'est sûr, et aussi indirectement parce que si on a des sous-traitants, eux-mêmes, ils vont utiliser des sous-traitants. Et même si on va vérifier effectivement toute la chaîne, parce qu'on va s'assurer que si on a une chaîne de sous-traitants, que les données soient bien protégées. La mise en place d'un cloud stratégique national qui a été évoqué notamment par Laurent Maury, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que pour vous c'est un élément important pour la protection des données, ou à votre avis c'est assez marrant parce que je posais la même question à quelqu'un il y a 10 ans à l'époque du lancement des premiers clouds souverains, parce qu'à l'époque ça s'appelait pas stratégique national, ça s'appelait souverain. On sait ce que c'est devenu. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez important ou pas? Alors, je pense que vu l'interconnexion qu'on a en Union européenne sur les flux de données, je pense que ce sera très difficile de faire émerger juste un acteur purement français qui n'aura pas une assise pour toute l'Europe. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Pareil, c'est un peu comme pour les RGPD. Je ne crois pas qu'on aurait pu pousser juste une seule
de la France juste une réglementation. Vous pensez plus à une initiative européenne, en fait, c'est ça? Ce serait quand même beaucoup plus crédible. D'accord. Anthony, on va passer à vous. Donc, vous êtes aujourd'hui le Chief Information and Digital Officer de l'ESCP Europe, grande école qui forme une grande partie des cadres qui d'ailleurs derrière travaillent chez AXA. Vous êtes en train de digitaliser l'école. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce que vous êtes en train de faire pour qu'on puisse bien ensuite comprendre la suite des questions? Oui, alors on s'est lancé dans un plan de transformation digitale, en fait. Donc on a l'ambition de proposer en fait une expérience unique digitale à nos étudiants et être un des leaders parmi les grandes business schools sur le digital learning. Donc ça, c'est un peu notre fil d'Ariane. Et donc par rapport à ça, on a dans ce plan une quarantaine de projets à déployer sur 4 ans. 3-4 ans, et dans ce cadre, on a un réel besoin d'accélérer le delivery, donc la mise à disposition des différents services numériques que nous allons co-construire. Et donc on va s'appuyer bien sûr, et on s'appuie déjà d'ailleurs sur le cloud par rapport à ce delivery, à cette accélération, et aussi au niveau de service qui peut être apporté grâce à ces infrastructures. Donc on a différents cas d'usage. Là, on en a un très récent qui est assez emblématique puisque ça rassemble un peu toutes les dernières innovations. C'est qu'on vient de certifier nos diplômes de master spécialisés sur la blockchain. Donc quand je dis certifier les diplômes, c'est-à-dire certifier les données des diplômes sur la blockchain, et on héberge en fait l'affichage du diplôme dématérialisé, en l'occurrence sur le cloud Azure. Donc on travaille bien sûr avec un partenaire, une start-up sur le sujet, parce que c'est relativement innovant. Et donc ça, c'est un des sujets qui nous a permis justement de mettre en place ce projet en quelques mois. Alors que bon, voilà, il y a des forts enjeux forcément de données derrière et de sécurité des données, hein, puisque on va retrouver des données personnelles et bien sûr on est plus que sensible au RGPD. Alors justement, pour compléter le propos, toutes ces données qui transitent, aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez ça? Parce que c'est quand même des données qui sont assez sensibles. Alors, toutes ces données qui transitent, on a vraiment une attention particulière enfin, dès le début, j'allais dire, même avant qu'on intègre nos étudiants, hein, c'est-à-dire ceux qui postulent chez nous, les candidats, pendant la phase d'inscription. Bien sûr, on va être très attentif à la fois à valider les différents opt-in pour pouvoir gérer les informations, celles qu'on anonymise, celles qu'on va intégrer dans notre système d'information. Et puis bien sûr, on va travailler avec des infrastructures sécurisées. Donc on va demander à nos partenaires une sécurisation accrue des plateformes qui vont être mises à disposition. Et pour en revenir justement au débat sur le Cloud Act, quand vous entendez ces questions, est-ce qu'elles vous semblent lointaines pour vous? Vous dites... Bon, bah moi, a priori, le gouvernement américain ne va pas demander à accéder à mes données d'étudiants. Ou vous vous dites finalement peut-être qu'un jour j'aurai un étudiant qui aura une responsabilité très élevée chez AXA et on voudra en savoir plus sur lui et on ira demander notamment à l'ESCP, on essaiera d'accéder à mes données. J'allais dire, notre problématique de toute façon, elle est internationale. Hein. On est européen, on a 6 campus en Europe. Mais aussi on travaille avec des partenaires à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Et notre problématique, c'est plutôt de pouvoir donner aussi accès à l'information, alors pas forcément à tout public, mais au moins déjà à nos étudiants. Et un des exemples que je peux citer, c'est que bon, on est sur la G Suite pour éducation, donc sur Google notamment pour nos étudiants, mais aussi pour nos enseignants. Pour la messagerie, les agendas, voilà. Pour la messagerie, partage effectivement, espace collaboratif. Et là, par exemple, pour nos étudiants en Chine, mais il y a une vraie problématique pour accéder
depuis la Chine. Là, c'est d'autres problématiques. Alors qu'on aurait un vrai besoin pour ces étudiants d'accéder depuis la Chine. Ils n'ont pas accès, justement, ils sont bloqués vis-à-vis de Google. Donc, on est obligé de conseiller de mettre en place des VPN qui vont passer à travers, on va dire, ces restrictions. Pour justement aussi leur permettre de sécuriser les accès jusqu'à cette suite. Après, l'utilisation des données, je pense que de toute façon, Google utilise et consolide les données déjà depuis des années et des années. Donc, on va être quand même face à des concurrents à terme. On peut parler de tout ce que Google fait pour l'éducation, mais il y a aussi LinkedIn Learning, par exemple. Aujourd'hui, on est en compétition avec d'autres business schools, ça c'est sûr, mais on regarde aussi plus loin et on se dit qui sont vraiment les disrupteurs. Est-ce que c'est les plateformes? Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché régulièrement, et c'est pour ça que nous, on est vraiment centré sur le phygital, c'est-à-dire à la fois les campus connectés, le présentiel. Donc nous, dans l'éducation, on appelle ça le blended learning, c'est-à-dire qu'on va mixer le présentiel et le distanciel. Et donc, par rapport à ça, on est forcément très attentif aux informations des étudiants qui vont sortir. Surtout que nos étudiants, maintenant, c'est quasiment à vie, puisque une fois qu'il est diplômé, on a aussi la formation professionnelle, la formation continue, l'executive education. Et donc, on continue à former, on se forme tout au long de la vie maintenant. On reste plus sur sa formation initiale. Donc, on va gérer des données quasiment sur une très très longue durée, en fait. Et donc, ce cycle de vie de la donnée, comment est-ce que vous l'anticipez? Pour vous, tout va aller dans le cloud, ou est-ce qu'il y a des données qui seront que vous souhaiterez conserver sur des plateformes on-premise ou À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de données ciblées qu'on souhaiterait garder vraiment absolument sur du on-premise. Mais on va vraiment faciliter la création de valeur à travers le cloud. C'est important. C'est un monde qui bouge très vite. En plus, les étudiants, on est sur des digital natives ou qui consomment très rapidement ce type de service. J'entendais cloud first tout à l'heure. Nous, de toute façon, on est mobile first. Il y a quand même 99% des 18-24 ans qui ont un smartphone aujourd'hui. Donc, il faut qu'ils puissent accéder à travers leur smartphone à tous les services. C'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est ce qu'on est en train de co-construire là actuellement pour justement se mettre à un niveau, voire se mettre, j'allais dire, au niveau aussi des Américains, puisque dans les plateformes, notamment de digital learning, l'avenir, c'est l'adaptive learning. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est l'hyper-personnalisation des cours en ligne, des options pour les étudiants. Donc, on a besoin de l'adaptive learning pour ça. Ça fait plus de 4 ans que ça existe aux États-Unis. Il y a très peu d'expérimentation en France. Il y en a un petit peu en Europe du Nord, mais il y en a très peu. Donc on veut se positionner en tant que leader, et pour y arriver, on a besoin du cloud, on a besoin de calcul, on a besoin de machines qu'on ne pourrait pas héberger de toute façon chez nous. Donc c'est vraiment pour nous un accélérateur de la transformation digitale. Igor Babik, il y a des données qu'AXA ne mettra jamais dans le cloud? Alors, je pense qu'il faut être certain qu'on regarde à chaque projet quel est le niveau de sécurité. Et donc, c'est clair qu'on ne va pas utiliser une technologie, quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas le niveau de sécurité qu'on souhaite et qui ne va pas surprendre le client. C'est-à-dire, on considère que on va garder les données des clients comme si c'était nos données, celles de nos enfants, celles de nos parents. Donc, on va faire en sorte que le niveau soit le bon. Et donc, il n'y a pas de technologie interdite aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci.